Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Sabrina, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Lyon et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le 9e épisode de Banh Mi Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Ganesvaran. Salut Sabrina, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien. Merci de m'accueillir dans tes bureaux. Sabrina, tu es ingénieure informatique et tu es élue municipale au sein de la commune La Courneuve. C'est ça. Sabrina, nous on s'est connus via Instagram, notamment suite à l'épisode 5, l'épisode spécial femmes, sorti la même semaine que la Journée internationale des droits de la femme, où j'avais reçu donc Amanda du compte Sororasi et Mélanie, productrice et réalisatrice du podcast Asiatitude. Toi, tu fais partie de la team Sororasi. C'est ça. Et tu es contributrice au compte Instagram Sororasi et au contenu. Exact. Tu le dis sur la page de Sororasi. Sororasi est une super idée pour assembler une vision de différentes communautés d'Asie, sans se cantonner à une seule représentation qui regroupe les Indiens ou les Asiatiques de Chine, Vietnam, Cambodge, etc. Le fait est de montrer que les discriminations sont présentes et sont quasi similaires pour toutes les communautés. Tu es aussi engagée dans plusieurs associations pour l'éducation, l'égalité, l'inclusion, le handicap, le mentorat aussi, et tu es passionnée de nouvelles technologies. C'est ça. Lorsqu'on s'est parlé au téléphone avant cet enregistrement, j'étais assez impressionnée et admirative de ton parcours. Tu as été diplômée en 2018 et aujourd'hui en 2021, tu as emprunté différentes voies qui te passionnent et dans lesquelles tu t'engages activement. Alors Sabrina, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore et nous parler de ton parcours ? Ouais, bien sûr. Alors du coup, donc Sabrina Ganesvaran, j'ai 22 ans. Je suis actuellement chef de projet informatique et en parallèle, donc comme tu l'as dit, élue municipale au sein de la commune de La Courneuve. Du coup, j'ai commencé donc par un parcours très ingénierie informatique, donc une prépa informatique suivie d'une école d'ingénierie et du coup j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé directement à travailler après. D'accord. Et justement, donc, par rapport au statut d'élu municipal, donc c'était suite aux dernières élections de mars 2020, donc depuis j'ai ce statut-là. Et en fait, mon engagement politique, ça a été une porte aussi pour affirmer l'engagement associatif que j'ai toujours eu, notamment, donc, comme tu l'as dit, autour de l'handicap et de l'égalité des chances. Donc autour de l'handicap, ça a été quelque chose qui a toujours, auquel j'ai toujours été sensible. Donc c'est vraiment depuis petite en fait mes parents qui m'ont inculqué ça, de pas faire de différence entre les gens, d'aider les autres si tu vois quelqu'un dans le besoin, d'être acteur en fait du changement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivie et c'est pour ça que maintenant je suis un peu plus engagée sur ces thématiques-là. Et l'égalité des chances, ça a été via une association en fait par laquelle j'ai été filleule. D'accord. Et maintenant je suis mentor à mon tour. Donc c'est une association que j'ai connue fin du bac, qui était venue dans mon lycée pour vraiment faire une présentation en disant on peut vous aider dans la vie active, on peut vous aider pendant toute votre scolarité universitaire, etc. Et j'ai suivi ça pendant 5 ans et ensuite je me suis engagée parce que l'aide que j'ai eue, j'ai voulu la retransmettre à quelqu'un d'autre. Et actuellement, du coup, je suis mentor d'un étudiant qui est en 2e année dans l'ingénierie également. Et voilà, je l'aide moralement pour voir ce qui va bien. Est-ce que, dans son parcours universitaire, si tout va bien, est-ce qu'il a besoin d'aide sur du CV, d'aide de motivation, toutes ces choses-là. Ok.
Et ouais, t'es super jeune, tu l'as dit, t'as 22 ans et tu retransmets déjà à ton tour à des étudiants qui ont plus ou moins suivi le même parcours que toi et les aider et avoir cette fonction de mentorat. C'est super cool. Pourquoi t'as emprunté la voie de l'ingénierie informatique ? Bah, ça a été une sensibilité depuis petite et je t'avoue que ça a été le hasard des choses. C'est-à-dire que arrivé en terminale, tu sais, t'avais la plateforme Parcoursup maintenant. J'avais mis des vœux pour aller en droit parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Au final, j'ai pas du tout eu les écoles que je voulais. Okay. Et j'ai fait un concours pour aller du coup en prépa intégrée en informatique. Et mais ça n'a rien à voir avec le droit. Exactement. T'as fait un truc par défaut. Ouais, et ben en fait, j'ai eu cette sensibilité à l'informatique et du coup, je me suis dit, bah, peut-être au final, ça a été un signe de continuer dedans. Bah ouais. Et du coup, bah, j'ai continué et là, bah, ça me plaît totalement, tu vois. Ok. Et quel est le rapport homme-femme dans ce domaine-là ? Mais pour te dire, dans ma boîte, on est 2 filles. Sur combien de... Sur à peu près une 20aine de personnes. D'accord. Donc, il y a plus de... C'est assez masculin, tu vois. C'est comme les domaines de l'automobile où tu vois plus des hommes que des femmes. Néanmoins, en tout cas, dans les boîtes dans lesquelles j'ai pu être, j'ai pas connu ce sexisme. D'accord. De, voilà, on est des hommes, vous savez rien faire. Okay. Voilà, je l'ai plus vu avec des clients, notamment. Ah ouais ? Ouais. Où, justement, j'ai une position de chef de projet informatique. Je suis jeune, malheureusement ou heureusement pour moi. Et tu as des clients qui disent, on va demander à ton DG... pour voir est-ce que ça peut pas être faisable. Et heureusement que le DG a une mentalité qui a dit si Sabrina vous a dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Mais tu vois, t'as pas cette légitimité par rapport à tes clients alors que... Ouais, quand t'es une femme, que t'es jeune ou que tu fais jeune. Enfin, moi je fais jeune et parfois j'ai dû encore plus prouver que j'étais capable de faire certaines choses parce qu'on me donnait pas cette légitimité aussi. Exactement, c'est pour ça que je dis jamais mon âge aux clients. Bon, en tout cas, quel parcours, bravo. Tu es aussi élu municipal au sein de la commune La Courneuve. Pourquoi tu t'es engagée ? Donc t'as été élue l'année dernière, c'est ça ? Ouais, ça fait 1 an là, un peu plus d'1 an. Ouais. Du coup, oui, je me suis engagée parce qu'on me l'a proposé aussi. J'avais cette sensibilité, en fait, ce militantisme depuis que j'ai 18 ans, en fait. Et du coup, on m'a proposé, une nouvelle équipe municipale se met en place. Est-ce que ça te dirait de faire partie ? Et moi, je l'ai plus vu comme une opportunité, justement, de pouvoir associer, en fait, tout le côté associatif que j'ai voulu, que j'ai toujours eu. Je me suis dit, en fait, la politique, c'est vraiment du concret. C'est vraiment mettre en place des politiques publiques, du coup, inclusives à tous les niveaux. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dedans. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Moi aussi, je viens du 93, je viens d'Aulnay-sous-Bois et j'avais cette sensation qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites pour les jeunes du 93, à mon époque en tout cas, et je me considérais vraiment comme banlieusarde avant d'être asiatique, et je sentais qu'il y avait un espèce de gap entre la banlieue et Paris. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des moyens qui sont mis en œuvre pour les jeunes du 93 ? Est-ce que la scission entre la banlieue et Paris se réduit, à ton avis ? Alors, elle commence à se réduire. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont mises en place, que ce soit d'un point de vue départemental, régional ou quoi, notamment via les associations. Je trouve que c'est elles aussi qui donnent cette force de réduire ce fossé en fait entre la banlieue et Paris. Pareil, je l'ai vécu quand j'étais dans mes écoles à Paris ou surtout au lycée, où j'ai vu qu'il y avait une différence entre moi qui venais du 93 et mes camarades qui étaient purs parisiens, on va dire. Pourquoi tu t'es retrouvée dans une école à Paris alors que tu viens de banlieue du 93 ? Ouais, en fait ça a été dans mon parcours en fait de lycée, donc après avoir fait le collège à La Courneuve, du coup, à Polytechnique, je suis partie en internat d'excellence à Sourdin, et donc uniquement la seconde, et après je suis partie en Henri IV, du coup, à Paris. Et voilà, ça a été au fil de l'eau, parce que voilà, l'internat, ça a des très très bons côtés, hein. J'ai mes meilleurs souvenirs là-bas, mais c'est loin de ta famille, tu les vois que le week-end. Émotionnellement, c'est un peu plus dur quand t'as 13-14 ans, d'être loin de ta famille. Donc moi j'ai voulu repartir sur Paris, sachant que c'était pas excessivement loin. Donc je suis partie sur Paris, j'étais acceptée en Henri IV et ça a été une bonne chose. Et comment ça s'est passé alors à Henri IV ?
pour quelqu'un qui vient de la Courneuve? C'est votre question. Ça a été dur. Hein. J'ai cru que le gap 3e seconde, public, semi-privé, ça allait être compliqué. Et en fait, moi, j'ai eu l'année de galère, c'était quand j'étais à 1 à 4, où vraiment, j'ai vu la différence entre les autres et moi. Et pour autant, tu te dis, moi, à 14 ans, je faisais pas la différence entre mes potes ou les gens à l'extérieur, tu vois. Et puis là, je l'ai un peu senti que j'étais pas comme eux ou que j'avais pas eu le même parcours que eux. Majoritairement, soit ils se connaissaient depuis le collège ou depuis la seconde. Moi, je suis arrivée en première. Donc, tu sentais qu'il y avait cette différence-là avec toi. Et puis, c'était pas uniquement les élèves, mais parfois, c'était même des profs ou soit en off ou publiquement qui te disent « Ah non, mais les jeunes de la Courneuve, de Blanc-Minil, de je sais pas. » Ah oui, d'accord. Toi, tu le regardes, tu te dis « Mais en fait, t'es censé être prof, t'es censé nous mettre à l'aise, tu vois, ne pas faire de différence et t'es là à nous sortir ça. » Liberté, égalité, fraternité, ça résonnait pas. Ça résonnait pas, non, c'était pour une population particulière. Non, c'est clair. Et tu te dis, mais en fait, moi, c'est ça qui m'avait choquée. Je me souviens, c'était un cours. Et quand la prof avait dit ça, et c'était pas tous les profs, je généralise pas, mais vraiment, t'en avais 2-3 qui étaient piqués dessus. Et tu sentais que c'était des Parisiennes qui habitaient quartier du Luxembourg ou Panthéon. Okay. Enfin, voilà. Est-ce que tu sentais un soutien de la part des profs, de certains profs ou de certains autres élèves? Ouais, je me souviens qu'il y avait un prof qui était au top et il soutenait parce je pense qu'il voyait ces choses-là ou peut-être il l'avait vécu, mais en tout cas, il faisait pas de différence entre les élèves, que ce soit de Paris, ou quoi. Il faisait aucune différence. Et entre les élèves, pour avoir eu quelques amis d'Henri IV, moi, je leur partageais en fait mon état d'esprit et elles le ressentaient aussi. Donc après elles étaient là depuis un peu plus longtemps, mais en tout cas j'étais pas toute seule, mais juste personne n'osait en parler publiquement. Ok. Oui, donc du coup tu disais que le fossé se réduit entre Paris et le 93. Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place? Enfin bon, là il y a le Grand Paris qui est en train de se développer, etc. Donc qui va élargir un peu plus, en tout cas géographiquement et par les moyens de transport, etc. Est-ce qu'il y a d'autres actions Il y a d'autres actions, notamment je pense qu'après, tu sais, au niveau... c'est en termes de mentalité aussi, je trouve. C'est-à-dire que ne pas mettre dans la tête de quelqu'un qui vient du 93, tu viens du 93, tu pars avec un handicap. Okay. Et pour moi, c'est quelque chose d'important d'ancrer ça dans les mentalités. Par exemple, on a pu en parler en réunion et je sais que c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Tu te dis, tu viens du 93, il faut que tu apprennes à te démerder. Ouais, c'est ça. Et tu pars avec cette mentalité-là alors qu'il faut plutôt voir ça. Et tu fais profil bas aussi parce que tu viens du 93, ouais. Et alors qu'il ne faut pas être comme ça. Exact. Au contraire, pour moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vécu, c'est voir le 93 comme un bagage. C'est-à-dire que, ok, tu viens de là, tu ne vas pas pouvoir le changer malheureusement, sinon tu déménages. Mais voilà, ça doit être une force et non pas un handicap. Donc c'est une mentalité à changer. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis, ok, il n'y a pas mort d'homme en fait. C'est bon, tu peux y aller. C'est vraiment avoir cette conviction-là et donner cette conviction aussi aux autres. Et ça passe aussi par les profs, c'est-à-dire que faut pas leur dire oui, à Paris vous serez noté de façon plus dure, ici vous avez de la chance d'être bien noté. Ça c'est un discours que j'ai toujours entendu quand j'étais au collège, au lycée. Il faut déconstruire tout ça. Ouais, c'est clair. Et il y a une conduite du changement à mener aussi au sein de la pédagogie en elle-même. Dire ok, il y a des gens de Paris et alors vous êtes tout aussi bien en fait. Ancrer ça dans des petits, ils n'auront pas ce complexe en fait de venir du 93 ou de banlieue en général. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'élu municipal? Alors en tant je sais pas. Alors en tant qu'élu, tu peux recevoir des familles en permanence, donc pour les aider sur des problématiques qu'ils peuvent avoir. Tu votes des budgets pour la ville, sur des subventions, des choses comme ça. Tu assistes à des conseils municipaux, du coup là où tu présentes vraiment toutes les instances, tout ce qui est discuté. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? En fait, tu représentes la ville, tu représentes la municipalité. Donc voilà, c'est un
travail personnel, mais c'est assez enrichissant parce que tu es au contact direct des gens. Donc c'est ça qui est top. Est-ce que c'était un peu intimidant quand tu es rentrée, quand tu as été élue Ouais, c'est clair parce que tu te retrouves avec des personnes qui sont là depuis un moment. Ouais. Et toi, tu es là toute jeune. Déjà, tu fais partie de l'assemblée. Tu te dis, waouh, tu vois les critères. Et tu fais partie des plus jeunes, en fait. Ouais, on fait partie. On est quelques-uns en dessous de 30 ans. Ok. Je crois qu'on est 3 ou 4. Donc, c'est impressionnant mais c'est super enrichissant, je trouve. En tout cas, moi, j'ai une équipe qui est vraiment... Quelle chance. Ouais, franchement, ils sont très, très pédagogues, assez disponibles. Et je sais que voilà, c'est pas dans toutes les structures que tu peux avoir ça. Mais impressionnant. Je me suis dit, là, c'est un mandat de 6 ans, du coup. T'as tellement à apprendre, c'est ouf. Et qu'est-ce que t'aimerais, toi, bien faire, par exemple, pour cette année 2021 en tant qu'élu municipal? Alors moi, ça serait vraiment de peut-être créer une structure où vraiment augmenter la sensibilisation des jeunes sur les thématiques d'inclusion, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou même d'inclusion générale, l'égalité homme-femme, c'est peut-être des choses qu'on doit améliorer à l'essence même, à l'école ou dans les structures externes. Là, malheureusement, la crise du Covid fait qu'on ne peut pas faire des activités ou faire des conférences avec tout le monde. C'était obligé de passer par des visios, c'est un peu plus contraignant. Mais pour moi, oui, c'est vraiment augmenter la sensibilisation, augmenter tous les moyens possibles pour donner, je pense plus à la jeunesse pour le coup, mais l'égalité des chances, quoi. C'est vraiment augmenter ces moyens-là, c'est important. Alors Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Toi, Sabrina, en quoi tu es rattachée à l'Asie? Alors du coup, moi je suis d'origine sri-lankaise tamoule, donc c'est une petite île à côté de l'Inde. Et mes parents sont tous les deux sri-lankais tamouls. Et justement, ils ont immigré du Sri Lanka pour arriver en France il y a un peu plus d'une 30aine d'années maintenant. D'accord. Donc voilà. Pourquoi ils ont quitté le Sri Lanka? Alors justement, c'était pour fuir la guerre. Donc au Sri Lanka, à l'époque de mes parents, il y avait la guerre civile qui opposait en fait les Singalais et les Tamouls. Donc il y a 2 ethnies au Sri Lanka. Et justement, c'était pour fuir cette guerre-là qui sont venus en France. D'accord. Est-ce qu'il y a une grosse communauté de Sri Lankais tamouls en France? Ouais, elle est assez importante quand même. Après, elle est assez concentrée aussi sur certaines zones, donc notamment en Île-de-France. C'est plutôt sur les quartiers de la Chapelle, Gare du Nord, la Courneuve aussi. On a une communauté qui est assez forte. On va en avoir dans le 93, ils sont un peu partout. La communauté est assez présente, mais t'as un peu malheureusement cet amalgame. Tu ne vois pas s'ils sont Sri Lanka Tamoul ou s'ils sont indiens ou s'ils sont pakistanais ou autres. Les gens ne font pas la différence, mais la communauté est assez présente, oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont été bien accueillis, tes parents, quand ils sont arrivés en France? Ils ont eu ce statut de réfugiés politiques. Ouais, c'est ça. Donc oui, ils ont été bien accueillis. Ils ont galéré. Ouais. Pour être très honnête, ils ont galéré dans le sens où tu vois, tu quittes les études sur lesquelles tu t'étais lancé. Tu pars avec des rêves quand t'es petit, et d'un coup d'un seul, tu quittes le pays dont tu es originaire pour arriver dans un pays où tu connais ni la langue, ni les codes. T'as tout ça, tout qui change en gros. Donc ils ont dû apprendre à s'adapter très très rapidement et apprendre un peu les opportunités qui se présentent pour pouvoir survivre en gros. Et les parents, je pense que c'est toute la génération qui a immigré, tous ceux qui sont issus de la diaspora, de l'immigration, ils ont galéré, ils ont plus survivre pour les enfants, pour la famille, que profiter pleinement du pays dans lequel ils ont été accueillis. Ouais, c'est souvent les réfugiés de guerre, un peu dans la même galère. Là, tu parles de la guerre civile au Sri Lanka. Moi, en l'occurrence, mes parents, c'était pour fuir le régime des Khmers rouges. Et en fait, tu arrives en France, il faut que tu te débrouilles, quoi. C'est ça. Peu importe d'où tu viens, peu importe quelles études tu as faites. C'est ça. Voilà.
Alors, en fin janvier 2021, il y a le hashtag génocide Sri Lanka. Oui. C'est un hashtag pour dénoncer les violences contre les Tamouls. Et sous ce mot-clé, en fait, la diaspora tamoule attire l'attention sur les violences commises par l'État sri-lankais depuis la guerre civile qui a fait des milliers de morts. Toi, sur ton Instagram, Sabrina, tu informes et notamment via une de tes vidéos IGTV sur ton compte perso, et tu dénonces le génocide des Tamouls au Sri Lanka. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous, aux auditeurs, auditrices, ce qui se passe depuis janvier 2021 avec ce hashtag et même bien avant janvier 2021? Ouais. Alors du coup, ce qui se passe au Sri Lanka, donc comme on l'a dit, il y a deux ethnies, les Singalais et les Tamouls. Et du coup, il y a eu une guerre civile qui a duré depuis 1973 jusqu'à 2009 officiellement, qui a pris fin en 2009. Néanmoins, tu as encore des répressions, des oppressions par rapport au peuple tamoul. Et justement, qu'est-ce qui distingue les Singalais des Tamouls? C'est la langue, en fait. D'accord. C'est-à-dire que le tamoul, c'est une langue et le singalais, c'est une autre langue. D'accord. Mais il n'y a pas de distinction physique. Ouais. Où, tu vois, il y a... Non. Tu as une distinction religieuse? Je pense pas. Alors, enfin, les Tamouls sont majoritairement hindouistes. Tu as des chrétiens et des musulmans aussi. Ouais. Et majoritairement, les Singalais, sont bouddhistes. D'accord. En majorité. Ok. Mais du coup, oui, pourquoi le hashtag génocide Sri Lanka, donc le hashtag génocide Sri Lanka, il a été mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est parce que justement, en fait, tu as eu en janvier 2021, tu as eu le Mulivakal Memorial. Donc en fait, c'est un monument qui est en commémoration des victimes de la guerre civile de 2009, donc des Tamouls. Et ce monument-là a été détruit par le gouvernement. Et en fait, à partir du moment où ça a été détruit, ça a été une atteinte à la culture, à l'héritage des Tamouls encore présente sur cette île, tu vois. Et à partir de là, en fait, tu te dis, enfin déjà qu'il y a une oppression qui est énorme, enfin il y a eu plus de 10 000 morts disparus et on comptabilise même plus. Il y a encore des répressions et pourquoi en fait il y a ces répressions-là, on ne le sait pas. Pourquoi les médias n'en parlent pas, on ne sait pas. Et justement, le lancement de ce hashtag, ça a permis de mettre en petite visibilité sur les réseaux sociaux pour le moment, mais il y a eu un impact important. Le génocide, enfin, ils n'utilisent pas le terme de génocide, mais en tout cas l'oppression qu'il y a eu au Sri Lanka par rapport aux Tamouls. Moi, je me rappelle, j'étais partie au Sri Lanka en 2019, en avril. C'était pendant le Nouvel An sri lankais. Et 3 jours après mon départ, enfin j'étais restée une semaine là-bas, et 3 jours après mon départ, il y a eu les attentats de Pâques, où il y a eu plus de 200 morts. Et j'ai été vraiment bouleversée, parce que d'une manière perso, parce qu'en fait 3 jours avant j'étais encore là-bas et que j'ai adoré rencontrer les Sri Lankais pendant mon voyage et pendant mon séjour là-bas, et je trouve que c'est un pays vraiment magnifique, et ouais, j'ai été choquée, et tous les médias en ont parlé, et ça a été revendiqué par l'État islamique, etc. Là aujourd'hui il y a un génocide au Sri Lanka des Tamouls. Pourquoi les médias n'en parlent pas? C'est un manque de visibilité peut-être, et c'est ce que j'exprimais, ça n'engage que moi, mais on est une minorité qui ne revendique pas assez, qui ne demande pas assez, et du coup les gens ne s'intéressent pas plus que ça à ce qui se passe, et peut-être qu'on n'a rien à leur apporter aussi. Et il n'y a pas assez d'implication politique par rapport à la situation au Sri Lanka. C'est-à-dire qu'actuellement, moi j'ai vu uniquement un député, donc Sébastien Nadeau, ou un parlementaire, enfin voilà, il est dans la politique, mais il n'y a que lui qui a tiré une sonnette d'alarme par rapport au ministre des Affaires étrangères, que voilà, il se passe quelque chose là-bas, il y a des choses à faire, enfin réveillez-vous. Mais ça a été le seul, entre gros guillemets, où soit les autres sont au courant et il n'y a pas assez d'implication. Moi je sais, par exemple, le président du département du 93, donc Stéphane Troussel, a été très très impliqué sur la cause des Tamouls. Et voilà, c'est ce qui a fait aussi qu'on collabore ensemble, parce que
il a été impliqué par rapport à ça, il s'intéresse à ça, il a été dans des manifestations. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui ont été positives. Mais voilà, les politiques qui s'intéressent et qui dénoncent ça de façon peut-être plus continue sont rares. Comment est-ce qu'on peut visibiliser la situation ? C'est-à-dire ? Comment est-ce qu'on peut parler, mettre en lumière ce qui se passe aujourd'hui au Sri Lanka ? Ouais, ici... C'est par des canaux alternatifs comme les réseaux sociaux, comme toi tu l'as fait avec IGTV ? Exactement, oui, parce que pour le coup, même les médias français n'en parlent pas. Si tu essaies de regarder Le Parisien ou quoi, il n'y a rien. J'ai essayé de... quand j'ai un peu fait mes recherches et tout, il n'y a pas beaucoup d'articles sur ce qui se passe. Ah, mais c'est clair. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi la révolution médiatique, c'est que on ne peut pas attendre à ce que les journaux généralistes traditionnels parlent de ça ou de choses qui sont un peu plus dans l'ombre, et qu'en fait c'est à nous de porter la parole, de libérer la parole et de dénoncer ce qui se passe comme toi tu l'as fait. Ouais, exactement. Pour moi, t'es obligé, entre guillemets, de passer par ces canaux alternatifs. C'est-à-dire que, à l'image de ce qui a été fait pour les Ouïghours, c'est parce que Raphaël Glucksmann, qui a très bien pris le sujet, qui a mis ça en lumière, que moi-même, j'ai été au courant, très honnêtement. Donc, sinon, je me suis pas intéressée à ce qui se passait dans les minorités, etc. Et donc, tu vois qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux ont un impact important par rapport même aux jeunes, par rapport à tout le monde, quoi. Si tu veux informer les gens, moi, typiquement, c'est parce que j'avais fait mon IGTV que des potes, comme je te disais, que je connais depuis plus de 10 ans, qui m'ont dit « Mais on savait même pas qu'il se passait ça chez toi, attends que je vais partager ça à mon entourage. » Enfin, tu vois, tu vois l'importance des réseaux sociaux à ce moment-là, et pour autant, j'ai pas fait cette IGTV c'était plus dans le but d'informer, de sensibiliser, j'étais révoltée aussi. Il y a rien qui allait, et tu te dis mais comment c'est possible que les gens ferment les yeux sur ça, tu vois, ou ne connaissent pas du tout ils sont pas du tout informés, quoi. C'est ça, il y a ça aussi, mais du coup c'était important de dénoncer, ça a été fait. Maintenant il faut continuer tout ce qui est sensibilisation, information par rapport à ça. T'as encore de la famille au Sri Lanka ? Ouais, j'ai encore la petite sœur de ma mère qui est là-bas et ses enfants qui sont encore au Sri Lanka. Et comment ils vivent du coup au quotidien ? Est-ce que ils sont impactés ? Alors du coup, eux, pour le moment, ça va. Néanmoins, je me souviens que je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu dans le village dans lequel ils sont un bombardement ou quelque chose comme ça. Et direct, tu penses à eux, tu vois. C'est-à-dire que moi, il se passe un bombardement, tu le sais pas sur les chaînes françaises, mais du coup, c'est parce que il y a la télé locale que tu peux avoir, les informations, les réseaux sociaux, notamment des parents qui ont vu que il y a eu un bombardement, appelle ta cousine pour voir si ça va, et tu lui as envoyé un WhatsApp et tu voyais qu'elle répondait pas, tu te dis mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose, et tu vis avec cette appréhension, alors que tu vois, si tu es dans des pays un peu plus développés, pour le peu qui se passe, tu es directement au courant par les chaînes françaises, etc. Là, en gros, s'il s'était passé quelque chose, on n'aurait limite pas été au courant. C'est ça qui est dur aussi à encaisser. Tu te dis, après, la discrimination, elle est partout, et les inégalités aussi, mais c'est quelque chose qui perdure et qu'il ne faut pas que ça perdure. Nos parents ont galéré pour venir ici, pour fuir ça. Il ne faut pas que le schéma se reproduise éternellement. Qu'est-ce qui se passe pour les Tamouls ? Il y a une répression, mais concrètement, si tu te fais arrêter par les opposants singalais et tout... Tu peux, en fait, mes parents m'ont dit ça, même à leur époque, il y avait ces répressions-là. Par exemple, quand tu étais tamoul, tu devais avoir un certain nombre de points, par exemple, pour accéder aux études supérieures, et les Singalais avaient des points moindres. C'est-à-dire que, un exemple, par exemple, quand tu étais tamoul, tu devais avoir 450 points pour accéder à la classe suivante, par exemple, et quand tu étais Singalais, 50-60 points, ça allait, quoi. Tu te dis, c'est ouf. Tu vois, elle est là, en fait, la répression. Tu as des choses qui se sont passées, notamment pour des jeunes femmes qui se font violer. Tu te dis, mais parce que t'es tamoul, tu te fais violer. Déjà, le viol de base, non. Et encore plus, là, c'est parce que tu t'appartiens à telle ethnie, c'est pas possible, tu vois. C'est des choses comme ça qui... C'est de la discrimination,
t'es attaqué parce que t'appartiens à une ethnie. Où est-ce que se réfugient les Tamouls dans le monde pour fuir la répression? Les Tamouls sont vraiment un peu partout. Il y en a beaucoup à Londres aussi, donc en Angleterre, au Canada. En France aussi, plutôt pas mal. Et en Allemagne, moi j'ai de la famille un peu partout dans le monde, je t'avouerai. Tu es aussi engagée, Sabrina, dans des associations pour sensibiliser au handicap. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors du coup, mon engagement dans les associations autour du handicap, donc c'est plutôt pour les personnes qui ont un handicap non visible. Donc voilà, c'est les personnes trisomiques, autistes ou qui ont juste des difficultés à s'insérer socialement. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose des activités, qu'on les ramène dans des endroits pour que ils puissent faire du sport, échanger, être libres et d'avoir vraiment des activités qui sont adaptées par rapport à leur handicap. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est en situation de handicap a besoin qu'on lui répète un peu plus ou plusieurs fois les consignes, et ce qu'il n'y a pas de mal à ça. Et voilà, du coup, on va travailler avec des professionnels qui vont être vraiment plus sensibles à ce genre de situation. Pourquoi tu t'es engagée pour sensibiliser au handicap? Est-ce que... Moi, de mon côté, je me suis engagée par rapport au handicap. Ça a été depuis petit, en fait, que mes parents, ils m'ont toujours dit ne pas faire de différence entre les gens, regarder tout le monde tel quel, tout le monde est égaux. Et du coup, c'est par rapport à ça que vraiment, en fait, je l'ai vu de mes propres yeux que les personnes en situation de handicap n'étaient pas intégrées dans la société. C'est-à-dire que, par exemple, un truc tout bête, c'est qu'une fois, on était dans un abribus pour aller à Aulnay, justement, et t'avais une personne trisomique, et tu vois, t'as des caractéristiques physiques que tu vois qui sont trisomiques, et t'avais une dame qui a commencé à l'agresser parce qu'elle n'avait pas laissé une place assise, quoi. Et tu voyais que la personne donc en situation de handicap était figée, elle était choquée en fait d'être attaquée, alors qu'il n'y avait pas de raison d'attaquer cette personne-là. Ok, t'as pas de place, tu peux rester debout, il n'y a pas mort d'homme non plus. Et elle a commencé à l'agresser, et tu vois, l'abribus était bondé, néanmoins il n'y en a pas un qui est intervenu. Et tu te dis, mais en fait la personne aussi s'est permise de faire ça parce que potentiellement elle se dit que la personne en situation de handicap ne va pas répondre. À ce moment-là, j'interviens parce que moi ça m'a révoltée. Je lui dis, mais madame, est-ce qu'il y a mort d'homme en fait? Vous pouvez rester debout, vous avez rien, ça va. Pourquoi vous vous permettez d'agresser cette personne-là? Et tu vois que, en fait, moi ce qui m'a choquée, c'est que c'est la personne en situation de handicap, elle était choquée, limite en pleurs, tu vois. Et je me dis, mais tu peux pas te permettre de faire ça à ces gens-là. Tu vois peut-être qu'ils sont différents avec de gros guillemets, ça t'autorise pas à les attaquer. Moi, et en fait, c'est contre ces discriminations-là, contre ces attaques-là que moi, je me suis engagée et que cette cause-là me tient à cœur. Ça a toujours un peu été en toi depuis ton enfance, en fait, de par tes parents qui t'ont transmis ça. Exact, ouais. Qu'est-ce que pense du coup d'ailleurs ta famille au regard de toutes ces actions que tu mènes? Du coup ils ont toujours été moteurs. Ma famille a toujours été très moteur. Mes sœurs les premières, elles ont toujours elles m'ont toujours dit fais ce que tu veux, mais sois la meilleure dans ce que tu fais. Donc et mes parents toujours pareil, quand je leur ai dit que je veux aller dans un internat, mon père il me disait, Sabrina, pourquoi tu vas aller dans un internat, c'est loin de nous, tu seras toute seule, il faut que tu apprennes à te débrouiller. Chez moi, je suis l'enfant roi, je vais pas te mentir, il y a tout qui est fait. Donc, tu vois, ça m'a responsabilisée aussi très jeune d'aller en internat parce que t'as un rythme de vie, t'es obligé, en fait, t'as personne qui va être passé derrière toi, donc t'es obligé de te responsabiliser. Donc, ça a été vraiment bénéfique, en fait, à ce niveau-là. Et je pense que mes parents sont contents de ça. Je pense qu'ils doivent être fiers de toi. J'espère en tout cas. Est-ce que tu as des modèles un peu d'inspiration? Moi, mes modèles d'inspiration, c'est mes sœurs. Je vais pas te mentir que mes sœurs, c'est... En fait, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis il faut que mes sœurs soient fières de moi, tu vois. Et en fait, ça a toujours été mon moteur. Je me dis... Pourquoi tes sœurs?
Je sais pas, en fait, on a toujours eu ces relations d'entraide, etc. Je sais que voilà, tous les frères et sœurs sont pas comme ça, mais moi, mes sœurs, elles ont toujours été au taquet et elles m'ont toujours dit, tu peux pas te reposer sur tes lauriers, il faut que tu te donnes toujours à fond. Et du coup, pour moi, tant qu'elles sont, il faut qu'elles soient tout le temps fières de moi. Et du coup, c'est peut-être une pression que je me mets toute seule, mais voilà, ça a toujours été mes moteurs. Ok. Est-ce que tu trouves le temps pour toi, Sabrina? Toute une organisation. Ouais, parce que tu mènes plein de projets en même temps, à côté de ton boulot, à côté de tes fonctions d'élu. Ouais, c'est une organisation, très honnêtement. J'ai eu cette question une fois pour un webinaire qui me disait, autour de l'égalité des chances, et me demandait comment tu fais pour organiser ton temps. Très honnêtement, c'est une grosse organisation d'emploi du temps, en fait. Je me dis que voilà, mes journées du boulot, elles commencent à peu près 8h30, 9h, elles doivent se terminer à 18h30, 19h au plus tard. Ensuite, je consacre du temps entre 19h et 20h sur mes activités à côté, que ce soit l'associatif ou autre. Et voilà, c'est comme ça que s'orientent mes journées. D'accord. Pour moi, c'est assez surprenant et étonnant tout ce que tu fais, parce que moi, je me revois 10 ans en arrière, 11 ans en arrière, et je faisais pas tout ce que tu faisais. Je suis hyper admirative, et moi, ce qui me préoccupait, c'est d'aller dans un bar pour aller boire tes verres avec tes potes, quoi. Okay. Ou aller à des concerts, ou je sais pas quoi, Mais tu fais ça aussi à côté, toi. Ah ouais, c'est clair. Bon, après, je tiens pas du tout l'alcool, mais... Et en parlant de ces années étudiantes, tu me parlais un peu en off de cette précarité que les étudiants vivaient là, en pleine crise sanitaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'était vraiment quelque chose que je ne savais pas. Bien sûr. Alors du coup, on était partis avec un groupe d'amis dans un crous, donc une cité universitaire, pour voir comment allaient les étudiants, en fait. Et du coup, on s'est rendu compte que en fait, les étudiants n'allaient pas bien. Et tout ce qu'on dit dans les médias ou par rapport au gouvernement, tout ce qui se dit, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais derrière, les étudiants vont vraiment mal. Moi, pour le peu que j'ai pu voir, c'est soit des étudiants qui sont venus... du Maghreb, majoritairement c'est du Maghreb, qui sont venus ici pour continuer leurs études. Et tu vois qu'ils ont des galères, que ce soit financières, morales, psychologiquement, ils sont pas accompagnés par des gens pour voir est-ce que ça va vraiment. Parce qu'en fait, la crise les a complètement isolés. Exactement, ils sont coupés du monde. Et puis même, ils nous disaient que dans leur étage, ils ne se parlaient pas entre eux. Quand ils se voyaient, c'était vraiment pour... soit pour quand ils se faisaient à manger entre-temps ou pour faire du linge. Mais tu vois, ça a été dur pour moi quand je suis sortie de ce porte-à-porte, où je me suis dit, mais en fait, ils vont pas bien et c'est pas assez mis en avant. C'est-à-dire que, ok, on sait que les étudiants vont pas bien, mais derrière, est-ce qu'il y a une aide psychologique qui est apportée? Est-ce qu'on a même des activités, tu vois, pour qu'ils échangent, pour qu'ils aillent mieux? Non, ça n'a pas été le cas. Et tu te dis, mais... Les gens, c'est ça qui m'avait choquée, c'est ce que je te disais, c'est qu'ils te remercient parce que tu es venu leur dire comment tu vas. C'est aberrant, tu vois, c'est naturel. Il n'y a pas à dire merci de savoir pourquoi, de venir nous voir, est-ce que ça va, et sinon, comment on peut t'aider, tu vois. Au-delà de la précarité financière, parce qu'en fait, certains ont perdu leur job étudiant. C'est ça. Tu as aussi cet isolement et cet impact un peu psychologique, on va dire, de la crise sur les étudiants. Ouais, exactement. Et en plus de ça, entre ceux aussi qui cherchent un stage ou quoi, ça, c'est pire que tout, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont rien. Je pense que les cours en distanciel, moi, je ne l'ai pas connu, heureusement, mais ça doit être compliqué d'apprendre. Je pense à toutes les filières, qu'il n'y a pas que l'ingénierie ou autre, mais ça doit être très très compliqué pour eux d'appliquer, en gros, passer de la théorie à la pratique sans avoir vraiment compris ou totalement pris en main la théorie, tu vois. Moi, ils m'ont dit, on galère à trouver des stages, faut que vous nous aidiez. Et tu te dis, ok. Et comment on peut aider, du coup? Quelles sont les solutions? Du coup, très honnêtement, c'est pour ceux qui sont actifs ou quoi, c'est le réseau. Moi, je sais pertinemment que c'est sur LinkedIn que tu vas pouvoir aider les étudiants à aller, à reposter des CV ou quoi.
ça va être les réseaux. Hein. Ouais. Donc du coup, Sabrina, tu disais que tu étais sri-lankaise tamoule. Ouais. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de la communauté sri-lankaise en banlieue ou à Paris Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des associations? Est-ce qu'il y a des, ou même ne serait-ce que de la cuisine sri-lankaise pour les gens qui connaissent pas et qui veulent découvrir, par exemple? Ouais, donc tu peux avoir, pour te rapprocher gustativement des gens, enfin de la culture, pardon, tu as majoritairement c'est à Porte de la Chapelle. La Chapelle, en fait, tu as plein de restaurants. Tu as une flopée de restaurants indiens, sri-lankais, enfin voilà, il y a vraiment de tout, où tu peux goûter du peu épicé à du très épicé. Donc voilà, là-bas, tu as de tout. Et après, en termes de communauté, enfin pour en savoir plus sur ce qui se passe, etc., je sais qu'il y a une association qui s'appelle l'Organisation Jeunes des Tamouls, TYO, voilà, qui fait de la sensibilisation, qui dénonce tout ce qui se passe aussi au Sri Lanka. D'accord. Il y a le nouvel an sri-lankais qui arrive mi-avril. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, Sabrina, dans ta famille pour le nouvel an? Alors du coup, chez moi, on se douche, on change, on met des habits neufs. Voilà, ça a été toujours comme ça chez moi, des habits neufs, tu cuisines bien à manger. En fait, c'est vraiment de la bonne cuisine où tu partages ça en famille, t'invites tout le monde chez toi, t'en donnes aussi à tes voisins. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous. D'accord. Est-ce que en temps normal, hors Covid, il y a des fêtes qui se font ailleurs qu'à la maison, par exemple? Alors, je sais que donc ça c'est plutôt pour les Tamouls hindouistes où il y a des grandes prières ou représentations dans les temples. Tu peux voir ça. Voilà. Après, je pense pas qu'il y ait d'autres petites choses. Ok. Alors le podcast s'appelle Banh Mi. Est-ce que tu manges des banh mi, Sabrina? Donc j'ai déjà mangé des banh mi. D'ailleurs, c'était un pote vietnamien, donc quand j'étais en prépa, qui m'avait montré ça et j'ai trouvé ça grave. En restant sur la cuisine, toi, qu'est-ce que tu manges à la maison? Enfin, quel est le plat qui représenterait le mieux la cuisine familiale chez toi? Chez moi, c'est le biryani. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc le biryani, c'est du riz basmati jaune, donc dans lequel tu mets du curcuma, du safran, tout ça, des légumes. Tu peux le manger, enfin chez nous on le fait végétarien, mais après tu peux mettre du poulet par exemple dedans et t'accompagnes ça de différents, de plein de petits accompagnements, donc je sais pas, des caries, plein de différents en fait, et c'est super bon, c'est parfumé, c'est épicé, enfin c'est ça en fait chez moi. Tu sais que si on te fait ça, tu vas bien manger, et que voilà. Ça me donne faim. Et du coup, c'est quand la dernière fois que tu es allée au Sri Lanka, toi? Moi, c'était en 2005, donc ça remonte vachement. Okay. Comment c'était, du coup, ton dernier voyage? Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Moi, c'était... je crois qu'on est parti plus d'un mois et demi, si je me souviens bien, en 2005. Et c'était très bien. Enfin, moi, j'avais des cheveux très longs, en fait, à l'époque. Et ma grand-mère ne voulait pas que j'aille dehors parce que, tu sais, ils ont cette comment dirais-je? Tu sais, avoir le mauvais œil. Ah oui, voilà. Oui. Et du coup, ma grand-mère ne voulait pas que j'ai le mauvais œil. Ça te porte malheur. Exactement, tout le monde va regarder ta chevelure. Si tes cheveux sont trop longs? En fait, en gros, dans le sens où tes cheveux sont longs, et du coup, ils étaient longs et beaux, à l'époque. Et du coup, ils vont te porter l'œil. Du coup, reste à la maison, pour pas tomber malade. Enfin, tu vois, c'était des petites choses comme ça que ma grand-mère faisait. Et du coup, à chaque fois que je voulais sortir, elle me prenait par la main, elle me disait, tu regardes pas ailleurs, tu viens avec moi. Mais en dehors de ça. Mais est-ce que c'est pas pour te protéger des garçons qui pouvaient tomber amoureux de toi parce que t'avais une belle chevelure? Moi, j'ai l'impression que c'est ça, non? C'était peut-être le message caché du coup que ma grand-mère voulait pas me dire. C'est clair. Donc non, ouais, mais sinon en termes de voyage, je me souviens, on est parti dans différentes. Donc on est arrivé à Colombo, donc la capitale. Ensuite, on est parti dans le village de ma mamie. En fait, c'est totalement différent de la France. Ils ont une super grande maison, un jardin qui fait je sais pas combien d'hectares, c'est ouf. Et tu te dis, mais en fait, ça te dépayse totalement. Et moi, en 2005, j'avais pas voyagé ailleurs qu'en France ou en Allemagne. Enfin, tu vois, tu restes dans la ville. Alors là, ça te dépayse totalement. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Et je regrette de pas être repartie après, mais
mais à refaire. Qu'est-ce qui est remarquable du Sri Lanka en comparaison avec la France? Là, tu dis c'est la grandeur de la maison et la proximité avec la nature, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, pour les gens qui sont pas partis qui n'ont jamais visité le Sri Lanka, qu'est-ce qui fait tant la différence entre la culture sri-lankaise tamoule, parce que toi tu es tamoule, et la France par exemple? C'est surtout, je pense, tu vois, tout ce qui va être la faune et la flore, c'est vraiment impressionnant. Je pense que voilà, toi tu es partie, donc tu as pu le voir. C'est trop beau. Ouais. Trop beau. J'étais sur des anciennes terres de plantation de thé. Et c'était des petites maisons comme ça qui étaient faites par le propriétaire qui est antiquaire. Et j'avais l'impression de vivre dans la jungle, quoi. Il y avait, c'était luxuriant, quoi. Je sortais et puis je voyais les singes qui se baladaient de branche en branche. C'était vraiment, j'étais coupée du monde. C'est ça. Et en plus de ça, j'avais coupé mon téléphone pendant une semaine. Donc, Et j'étais en pleine symbiose avec la nature, quoi. C'était incroyable. C'est ça, en fait, t'es vraiment au contact de la nature. Tu te dis, tu retrouveras pas ça en France. Non. En termes, même si tu vas dans des campagnes assez reculées ou quoi, tu retrouves pas ça parce que tu sens que c'est propre à cette île, c'est propre à, tu vois, il y a tout ça. Et puis même en termes de nourriture, tout est naturel, tout est bien là-bas. Donc c'est pas mal. Et il y a une espèce de spiritualité aussi qui s'en dégage beaucoup, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, pour le peu que j'y étais, tu sens que c'est calme et apaisé. En tout cas, moi, quand j'étais partie, tu n'as pas cette pression. Enfin, même si tu vois, tu es relaxé. Tu vois, là-bas, même les gens sont avenants, tu vois, même que tu sois natif ou pas, les gens sont avenants. Complètement, ouais. Pour moi, c'était vraiment le pays du sourire. Enfin, j'étais... C'était très cool. Est-ce que tu as une dernière découverte asiatique que tu as fait récemment, qu'elle soit en termes de livres, de cinéma, d'art, ce que tu veux? Alors moi, de mon côté, ça a été un petit restaurant qui faisait livrer à domicile à la Courneuve qu'on a goûté. Avec ma famille, on s'est dit, et c'était super bon. C'est quoi le nom du restaurant? Tu peux pas balancer un truc comme ça et ne pas dire le nom du restaurant. Faut que je le retrouve. Je t'avoue que je sais même pas c'est quoi le nom du restaurant. Tu sais, c'est vraiment du bouche à oreille. Ils te donnent le numéro, tu sais même pas c'est quoi le nom du restaurant. Alors je vais forcer. Je vais envoyer un message tous les jours à Sabrina pour lui demander le nom du restaurant parce qu'on veut pas finir l'épisode et ne pas avoir ce nom du restaurant en référence dans la description. Donc on aura ce nom. Bien sûr. Donc banh mi, c'est un sandwich fait avec une baguette française et des ingrédients vietnamiens. Quel est l'ingrédient qui sublimerait ta baguette française? Et par baguette, tu peux remplacer le mot par ce que tu veux. Du dal, pour moi, ça c'est vraiment représentatif de ce que je mange tout le temps. En fait, c'est des lentilles, en fait. Voilà, c'est des lentilles jaunes. D'accord. Que tu très très parfumées. Que tu fais bien. Ça c'est un truc que j'adore, que je peux manger tout le temps, quoi. Ok. Donc l'ingrédient de Sabrina pour sublimer sa baguette, c'est de mettre du dal. C'est ça. Ok, super. Et Sabrina, est-ce que tu pourrais terminer l'épisode avec une de tes recommandations musicales, une musique que tu écoutes en boucle en ce moment, qui te donne la pêche? Alors, c'est absolument pas lié au Sri Lanka, c'est La vie du Banks. C'est quoi? C'est un son en featuring avec Nino, etc. D'accord, ok. Voilà. Et en ce moment, c'est ce que j'écoute tous les matins, tu sais, dès que je me réveille en me brossant les dents, c'est ce que j'écoute. Ma mère l'apprécie pas trop, mais c'est pas grave. Ça donne la pêche parce que tu l'écoutes tous les matins, donc on va terminer par ça alors. Super. Merci Sabrina. Merci à toi. Salut. Salut. Poto, c'est la belle là. Avec 118 on t'a dit. Écurie de bâtard, écurie de bâtard. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banh Mi Podcast
en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Encore la bite dure, encore à la mode, viens faire la picture. C'est Mozart, capitaine Jackson, dans un 4 Magic d'Allemagne. Que des frappes en lucarne quand j'arrive. Là c'est noir, c'est le nord, c'est la hure. Badaboum, badaboum, badaboum. Pour le respect du camp, on déboule. Ouais c'est cool quand les kilos c'est cool. C'est nous les racailles dans le hall quand ils caillent. Des streaming, des problèmes, des fusils à pompe.